C'est le cas d'un petit avion dans lequel voyageaient 4 personnes. Une famille originaire de New York, partie de Porto Rico, pensait arriver au sud de Miami. 11h du matin lundi dernier. Ce fut le dernier contact, c'est-à-dire, dans 15 minutes, cela fera 48 heures pendant lesquelles il n'y a pas eu aucun contact. Les registres d'anomalies dans la région datent de l'époque de Christophe Colomb. Saviez-vous que certains témoignent avoir passé des années perdues là-bas? Qu'ont-ils vu? Et, d'autre part, quel a été le lien entre cet endroit et un célèbre prophète particulier dont très peu de gens parlent? C'est de cela dont nous allons parler dans ce reportage, de cela et de bien d'autres choses. C'est l'un des mystères les plus emblématiques et chaque année, des articles sont écrits pour en explorer les facettes. Les documentaires sont nombreux et parfois la fiction puise dans ses coordonnées pour créer un best-seller ou un succès au box-office. La zone couvre plus d'1 million de kilomètres carrés, une grande partie du trafic de l'Atlantique Nord y passe, tout comme le tristement célèbre courant du Gulf Stream. Est-ce que cette fusion peu commode entre un trafic maritime intense et un temps instable explique les nombreuses disparitions? Cela aurait du sens, bien sûr, mais comment expliquer tout le reste? On a parlé d'une brume capable d'altérer l'espace-temps, de portails interdimensionnels, d'une ancienne civilisation perdue, de vaisseaux extraterrestres, de bateaux pirates fantômes et même de monstres mythiques. Débarrassez-vous de vos boussoles, car elles ne vous serviront à rien. Aujourd'hui, nous allons nous diriger vers un endroit d'où beaucoup ne reviennent pas. Soyez les bienvenus dans l'affaire du Triangle des Bermudes. Avant de commencer, j'aimerais que vous me racontiez. Si vous aviez déjà entendu parler du Triangle des Bermudes, comment aviez-vous connu cet endroit? Peut-être via des magazines. Pour ma part, j'en ai entendu parler grâce à des magazines comme Très Intéressant. Connaissez en plus. Ce sont des magazines qui existaient quand j'étais enfant et qui m'ont peut-être un peu ouvert l'esprit à ce genre de cas et à d'autres questions. Comment avez-vous découvert l'affaire du Triangle des Bermudes? Je vous invite à laisser votre anecdote ci-dessous et je vous invite aussi à laisser des commentaires avec des suggestions pour de futures vidéos éventuelles. Maintenant, commençons. Qui sont les personnes nées? Des chercheurs d'histoires étranges ont commencé l'année 2022 collés à leurs ordinateurs, essayant d'enquêter sur une nouvelle en particulier. Selon cette information, ce vendredi 1er janvier, la garde côtière américaine avait officiellement annoncé qu'elle interrompait la recherche d'une embarcation disparue. La tragédie comportait un détail non négligeable, la zone dans laquelle cette embarcation avait disparu. Le navire, qui transportait une vingtaine de personnes, avait cessé d'émettre un signal après avoir quitté Bimini le lundi 28 décembre dit. Son objectif était d'atteindre Lake Worth, en Floride, à 128 km de distance. Cependant, il n'était jamais arrivé à destination. Un examen cartographique rapide apporte une certitude. Cette zone fait partie de ce que l'on appelle le Triangle du Diable, ou le Triangle des Bermudes. Les autorités des Bahamas ont indiqué que des membres de l'unité de recherche et de sauvetage de la Force de défense royale et de la division d'infanterie de la marine de la police s'étaient joints aux opérations de recherche. Des avions avaient aussi participé à l'opération de sauvetage. Cependant, comme mentionné, après 84 heures et 44 000 km² parcourus, les recherches furent interrompues. Les plus croyants ont confié la vie des disparus à la divinité du moment. Les plus analytiques ont consulté les relevés météorologiques encore et encore, essayant de déterminer si une tempête avait pu se produire. Après toute cette affaire, un troisième groupe affirma qu'il restait peu à faire. Le triangle avait fait une nouvelle victime, et ce n'était qu'une preuve de plus parmi tant d'autres que le mystère restait vivant, plus que jamais. Le débat s'est immédiatement ouvert. Les explications possibles sur le phénomène se sont multipliées sur les sites internet et dans les journaux, allant des amateurs de conspiration aux scientifiques et érudits. Tout le monde avait quelque chose à apporter. Mais ne nous précipitons pas. Avant d'approfondir les réponses possibles, découvrons comment les questions ont commencé, avant que le triangle ne soit connu comme tel.
La zone qui l'entoure, en particulier la côte des Carolines, était déjà connue pour ses nombreux naufrages. Et les capitaines l'appelaient par le nom peu amical de cimetière de l'Atlantique. Les informations sur ces naufrages ont été recueillies en 1950 par un journaliste de l'Associated Press nommé Edward Van Winkle Jones. L'homme a ajouté à la liste les noms d'autres navires, avions et petites embarcations dont on avait également perdu la trace, et il a qualifié le phénomène de mystérieux. Même s'il n'a pas approfondi le sujet, l'affaire est devenue populaire 2 ans plus tard en atteignant la célèbre revue Fate. Fate est un magazine américain consacré aux phénomènes paranormaux, cofondé en 1948 par Raymond A. Palmer, rédacteur en chef de Amazing Stories, et Cartier Fuller, promu comme le magazine leader mondial du paranormal. Elle a publié des avis d'experts et des expériences personnelles liées aux ovnis, aux capacités psychiques, aux fantômes, à la cryptozoologie, aux phénomènes fortéens et à la télépathie, parmi tant d'autres sujets. C'est dans ces pages que George X. Sand a publié en 1952 qu'il existait une zone de l'Atlantique particulièrement dangereuse et étrange en raison de son passé. Avec une plume audacieuse, George parla de navires dont on n'a plus jamais eu de nouvelles et d'aéronefs qui ne reprendraient plus jamais contact avec leur base. Dans un monde qui venait à peine de sortir d'une guerre et qui en payait encore les conséquences. Une zone où de telles choses se produisaient suffisait à alimenter toutes sortes de paranoïa. Cependant, il a fallu un peu plus d'une décennie pour que l'affaire soit baptisée de son nom définitif. Nous étions en 1964 lorsque l'écrivain Vincent Gaydis a captivé le public du magazine Argos, avec un article dans lequel il a été déterminé que la zone des disparitions formait un triangle, dont les sommets étaient Miami, San Juan à Porto Rico et les îles Bermudes. L'article s'intitulait « Le triangle mortel des Bermudes » et ce fut un succès immédiat. Les lettres sont vite arrivées à la rédaction, réclamant toujours plus de détails. Apparemment, le recyclage d'histoire n'avait besoin que d'un nom accrocheur pour s'imposer définitivement dans l'imaginaire collectif. Alors que les navires ne cessaient de sombrer, une appellation émergeait à la surface qui est encore aujourd'hui synonyme d'intrigue. Les écrivains postérieurs à Gaydis n'ont pas toujours suivi à la lettre les limites établies par celui-ci. Certains sont même allés jusqu'à étendre le périmètre du triangle jusqu'à la côte ouest de l'Irlande, sachant qu'il avait entre les mains une véritable mine d'or. Gaydis a publié en 1965 un livre intitulé « Horizons invisibles, les véritables mystères de la mer » dans lequel il consacrait un long chapitre au tout nouveau triangle des Bermudes. Là-bas, Gaydis a cherché à raconter ce qu'il considérait comme l'événement originel, l'événement qui, selon lui, rendait compte de la première disparition documentée. Dans ce secteur paradigmatique de la carte, Gaydis affirmait que lors de cet événement, pas moins de 27 personnes avaient disparu. Attention aux turbulences, attachez vos ceintures, parce que nous sommes sur le point de découvrir ce qui est arrivé à 5 avions qui ont disparu. En 1945, bien que le conflit militaire soit terminé, les escadrons aériens des États-Unis, situés à Fort Lauderdale, en Floride, continuaient à effectuer des exercices militaires. C'est pourquoi, le 5 décembre 1945 à 14h10, une patrouille composée de 5 Grumman TBF Avengers est partie avec la mission de larguer ses bombes sur un récif qui servait de champ d'entraînement. La mission était composée de 14 hommes dirigés par Charles Taylor, un pilote expérimenté de 28 ans qui avait combattu pendant la guerre du Pacifique. Il s'agissait d'une mission de routine, et moins d'1 heure après le décollage, Taylor a communiqué avec la base d'opération pour annoncer qu'ils avaient déjà largué les bombes, conformément au protocole établi. Ensuite, il a déclaré que les 5 appareils commençaient le retour, vers le point de départ. Tout semblait en ordre, sauf qu'une demi-heure plus tard, Taylor a pris le micro pour donner un message déconcertant. Il ignorait leur position. D'une façon ou d'une autre, ils étaient perdus. Et la technologie de navigation primitive de l'appareil ne lui était d'aucune aide. Gardant encore son calme, Taylor annonça qu'ils allaient effectuer quelques virages, surtout parce que l'aiguille du carburant baissait drastiquement. À 17h24, une nouvelle communication déjà urgente, avec une forte interférence statique.
Cela rendait impossible pour les avions d'entendre le personnel de la base, mais ces derniers pouvaient encore entendre les pilotes désespérés. À 18h20, le message fut sans appel. Les boussoles et les instruments de vol étaient devenus fous. Sans perdre de temps, 3 appareils ont décollé de Fort Lauderdale pour tenter de localiser les 5 Avengers. Le résultat fut tragique. Les avions Avengers n'ont jamais été retrouvés. Et l'un des avions de secours, qui transportait 13 membres d'équipage, s'est également perdu en haute mer. Ou du moins, c'est ce que l'on a cru au départ, sauveteur. Il avait explosé quelques kilomètres après le décollage. Ces événements malheureux, qui ont abouti à l'impossibilité de récupérer les corps de 27 personnes, ont donné le coup d'envoi à l'essor moderne du triangle des Bermudes. L'affaire, comme nous l'avons dit, a été ressortie par Gaïdis des Annales des catastrophes aéronautiques, devenant ainsi un grand jalon, qui donnait de la consistance à ce phénomène dont tout le monde parlait avec de plus en plus d'insistance. En 1974, le coup de grâce arriverait et le triangle des Bermudes finirait par s'imposer comme un lieu maudit. Le coupable, un certain Charles Berlitz. Charles Berlitz est né à New York le 20 novembre 1914. Il était polyglotte et petit-fils du fondateur des académies d'enseignement des langues Berlitz Language Schools. Dans ses premières années, il a travaillé dans l'entreprise familiale et a participé à la rédaction de cours de langue. Ensuite, il a été diplômé de l'université de Yale avec mention et a passé 13 ans dans l'armée américaine, principalement dans la branche du renseignement. Son avenir dans ce domaine était plus que prometteur. Sans Charles, il serait reconnu autrement. Ses années de contact avec des militaires l'avaient rapproché de diverses histoires, dont beaucoup étaient étranges. Charles s'est rapidement obsédé par ces récits et s'est consacré à l'écriture de vulgarisation. Ses livres sur les phénomènes paranormaux ont été bien accueillis dès le début. Mais ce n'est qu'en 1974 que Charles deviendrait véritablement un auteur culte, en lançant une œuvre qui se vendrait à pas moins de 20 millions d'exemplaires. Comment s'appelait le livre « Le triangle des Bermudes ». Le même commençait par le récit du vol que nous venons de découvrir, mais il énumérait rapidement d'autres événements documentés. Des disparitions demeuraient inexpliquées. Beaucoup d'entre eux appartenaient même à des décennies antérieures. Avec ce travail, Charles cherchait à prouver que ce qui se passait dans le triangle était plus important qu'on ne l'avait supposé, pour être exact. À cette époque, le public était extasié. Des histoires comme celle du Cyclope avaient laissé tout le monde stupéfait en termes de pertes humaines et de taille du navire. Celle de l'United States Ship Cyclops est probablement le dernier grand mystère en ce qui concerne les disparitions en mer. Ou du moins, c'est ce qu'affirment de nombreux spécialistes du sujet. Le Cyclops, avec ses 165 mètres de long sur 20 de large, était un grand navire de ravitaillement de la marine des États-Unis, qualifié par la presse de mine de charbon flottante. En 1918, le Cyclops a été reconverti en navire de guerre et a servi d'unité de soutien pour les troupes déployées en France pendant la Première Guerre mondiale. Et plusieurs mitrailleuses de gros calibre ont été installées sur son pont. Le 9 janvier, le Cyclops a reçu une mission qui l'a conduit jusqu'aux côtes brésiliennes. Il devait ravitailler en charbon les navires britanniques qui opéraient dans l'Atlantique Sud. L'opération a été un succès et le 15 février, le navire est reparti en mer avec ses 309 hommes à bord. Il convient de préciser que, construit à Philadelphie, le Cyclops était conçu pour transporter 10 500 tonnes de charbon. Mais lors de son dernier voyage, le navire avait été chargé de près de 11 000 tonnes de minerai de manganèse. Beaucoup plus dense et beaucoup plus lourd. On s'attendait à ce qu'à la mi-mars, il accoste à Baltimore. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'est jamais arrivé. Alors qu'il ne restait que quelques kilomètres avant d'arriver au port, et juste au moment où il traversait le triangle des Bermudes, le navire a simplement cessé d'émettre des signaux. Les frères jumeaux du Cyclops, le Protée et le Néré, disparaîtraient de façon similaire en 1941 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des rapports signalent qu'une violente tempête a éclaté le 10 mars dans la zone où naviguait le Cyclops. Certains chercheurs suggèrent que sa disparition est due à une série de malchances.
Surcharge, problème de moteur. Le commandant aurait signalé ces problèmes, mais personne n'a assumé la responsabilité. Et le mauvais temps? D'autres théories avancent que le capitaine du navire, George Worley, était d'origine allemande et aurait été responsable d'une conspiration contre son propre équipage, pour apporter de l'aide au camp de son pays natal. Quel a été le destin du Cyclops? Et même si on l'a beaucoup cherché, on a l'impression que la Terre l'a englouti. Ou, dans ce cas, l'eau. Charles Berlitz a rédigé un rapport sur le Cyclope et d'autres navires, mettant l'accent sur les faits inhabituels entourant ces disparitions. Mais que se passait-il donc dans le triangle des Bermudes? Au moment de chercher une réponse à cela, Charles laissa libre cours à son imagination. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Découvrons les réponses possibles à l'énigme. Dans son livre, Charles propose un ensemble d'explications conventionnelles, généralement données par la garde côtière des États-Unis, ou des opérateurs de compagnies aériennes, ou des marins familiers du lieu. Parmi ces explications, on peut trouver des tempêtes soudaines, des accidents entre navires dus à l'absence de phares efficaces, la négligence de capitaines inexpérimentés et trop confiants, et un long et prévisible, etc. Cependant, Charles soutient fermement ses arguments lorsqu'il analyse le grand nombre de cas. D'après l'auteur, de nombreux naufrages et accidents ont eu lieu, même par beau temps. Comment expliquer cela? Les spécialistes de la National Aeronautics and Space Administration ont affirmé que lorsque les satellites passent par cette anomalie, ils sont bombardés par un rayonnement plus intense qu'en tout autre endroit en orbite. Cette irrégularité est connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Et cela fait que, dans ce que l'on appelle communément le triangle des Bermudes, il s'approche jusqu'à 124 miles de la surface de la Terre, générant des perturbations qui pourraient affecter les instruments de navigation, ce qui entraînerait des accidents maritimes et aériens. Une autre théorie, dans la même lignée rationnelle, parle de bulles de méthane qui, en remontant du fond de la mer, finiraient par exploser, à cause des vagues. Cela générerait une convulsion capable d'emporter avec elle des embarcations de toute taille. Cette hypothèse est intéressante parce qu'elle peut expliquer le naufrage malgré de bonnes conditions météorologiques, mais est-elle vraiment valable? Comme hypothèse explicative pour les cas où des avions disparaissent. Avec la même rigueur que celle utilisée pour recueillir les explications officielles de la marine, Charles propose un tour d'horizon de rapports un peu plus controversés. Des rapports qui parlent d'étranges lumières dans le ciel et sous la surface de la mer. Des rapports qui font état de disparitions à l'aspect étrange. Le triangle des Bermudes serait-il une zone d'intérêt pour les extraterrestres? Et comment expliquer ce brouillard presque phosphorescent que de nombreux marins disent voir dans la région? Et si l'endroit était utilisé comme centre d'expérimentation? Et si les navires ne disparaissaient pas mais étaient téléportés? Y a-t-il des liens entre ce qui se passe dans le triangle et la prétendue expérience de Philadelphie? Nombre de ces histoires et explications inspirent la création de vidéos dérivées sur ce sujet. Parce qu'en réalité, le triangle des Bermudes est un sujet qui se ramifie énormément vers d'autres questions. Donc, si cela vous intéresse que nous fassions une deuxième partie sur le triangle des Bermudes, vous pouvez laisser votre commentaire. Si nous dépassons la barre des 3000 commentaires sur cette vidéo, nous ferons une deuxième partie. En approfondissant peut-être certains de ces cas que nous mentionnons et évoquons brièvement dans cette vidéo, continuons. D'un autre côté, Charles n'a pas ignoré les témoignages de plongeurs qui sont convaincus que, dans cet endroit précis, il y a un animal énorme, qu'à de nombreuses reprises, ils ont réussi à apercevoir lors de leurs expéditions au fond marin. Est-ce que les bateaux retrouvés à la dérive ont été percutés, non pas par de grandes vagues, mais par une créature terrifiante et unique? Encore une fois, cette explication ne semble pas éclairer la grande quantité d'avions qui ne réapparaissent jamais une fois qu'ils entrent dans le triangle. Autre mystère, pourquoi est-il si difficile de retrouver les débris de navires ou d'avions? Est-ce que cela est dû à une erreur des pilotes ou à des intempéries? Leurs débris ne devraient-ils pas se trouver quelque part? Partant de cette hypothèse, Charles a élaboré l'une des théories les plus extravagantes. Mais pour la connaître, nous devons d'abord parler d'Edgar Cayce, également connu sous le nom du prophète endormi.
Edgar Cayce est né près de Hopkinsville, dans l'État du Kentucky, le 18 mars 1877, selon ses biographes. Enfant, il avait de nombreux amis imaginaires qui disparaissaient avec le temps avant l'adolescence. Edgar a été violemment frappé à la tête par une balle de baseball et transféré d'urgence à l'hôpital. Là-bas, après un moment, ils l'ont déclaré mort. Cependant, juste au moment où ils allaient l'emmener à la morgue. Il n'y avait aucune trace de coup ni de traumatisme sur lui. En décembre 1893, Edgar a rejoint les disciples du Christ en tant que missionnaire, enseignant la Bible le dimanche. En réunion avec d'autres fidèles, il disait simplement voir des auras et entendre des voix de défunts. En 1900, il a souffert d'une légère laryngite et a perdu la voix. Il a subi divers examens et traitements, toujours en vain. Après un an, presque convaincu qu'il ne parlerait plus jamais, Edgar s'est soumis à un hypnotiseur itinérant, connu seulement sous le nom de Art de Logman. Cet hypnotiseur n'a pas pu aider Edgar, mais il lui a présenté un autre professionnel chevronné de ces arts, Al Lane. À la surprise du public présent, Edgar a parlé lors de cette deuxième séance, mais de manière inconsciente. Il s'est référé à lui-même en disant « nous » et il est tombé dans une sorte de transe. Celui qui se manifestait disait ne pas être Edgar, mais une entité. Lane demanda calmement à l'entité le problème d'Edgar. Elle répondit que le trouble de parole du jeune homme venait d'une mauvaise circulation sanguine dans la gorge. Lane demanda si cela pouvait être guéri et l'entité lui dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, l'entité se manifesta pour dire que le travail était déjà fait. En effet, Edgar avait retrouvé la voix d'une manière que beaucoup n'ont pas hésité à qualifier de miraculeuse. Mais bien sûr, Edgar n'était plus le même après cela. À partir de ce moment-là, il devint le véhicule permettant à l'entité de continuer à communiquer et de donner son diagnostic concernant les problèmes les plus divers. Les manifestations étaient alors connues sous le nom de lecture. Edgar ne se souvenait de rien de ce que disaient ces lectures et dépendait des transcriptions faites par les témoins. Comme dans son état de transe il semblait dormir profondément, il fut surnommé le prophète endormi. Edgar recevait des lettres d'inconnus et prescrivait des traitements à des patients situés parfois à des milliers de kilomètres. Mais pas seulement cela. Il a aussi utilisé son don pour rechercher du pétrole et a prédit la chute de Wall Street. On lui a ensuite demandé l'origine de ce pétrole. La connaissance des lectures. Edward a expliqué que, pendant qu'il dormait, il accédait à une sorte d'entrepôt où se trouvait l'enregistrement de tout ce qui s'était passé depuis le début des temps. En 1943, Edward a été engagé par le gouvernement américain pour localiser des soldats portés disparus au combat. Et comment ce type est-il lié à l'histoire d'aujourd'hui? Très simple. Edward affirmait avoir eu des visions sur la civilisation de l'Atlantide. Charles Berlitz a longuement étudié les propos d'Edward, et il est arrivé à la conclusion que l'Atlantide serait submergée précisément dans la zone du Triangle des Bermudes. Lorsqu'Edward a dit lors d'une de ses séances que la civilisation disparue avait été plus avancée que la nôtre et qu'elle était même parvenue à fabriquer des armes laser, Charles a vu comment tout se reliait sous ses yeux. L'écrivain pensait qu'un canon atlante à rayons avait survécu au fond de la mer des Sargasses et que, selon ses propres mots, il s'activait de temps en temps, de façon aléatoire, détruisant le trafic maritime et aérien qui traversait la zone. Bien sûr, cette spéculation a valu à Charles quelques détracteurs. Le plus notable d'entre eux s'appelait Lawrence Kutch. Pour beaucoup, la tentative la plus sérieuse de comprendre le mystère du Triangle des Bermudes revient au pilote et bibliothécaire de l'Université de l'Arizona, Lawrence David Kutch, auteur du livre « Le mystère du Triangle des Bermudes ». Résolu! Dans son livre, il raconte qu'il a eu une idée claire de ce qu'il allait découvrir lorsqu'il a commencé à vérifier l'exactitude des informations fournies par Charles. Son examen minutieux des preuves a rendu un verdict clair. La grande majorité des nouvelles étaient basées sur des événements dont les dates et les lieux étaient erronés. D'autres événements avaient été modifiés pour favoriser les plus conspirationnistes et d'autres, tout simplement, n'avaient jamais eu lieu. La légende du Triangle des Bermudes, écrivit Kutch, a commencé à cause d'une enquête négligente et a été élaborée et perpétuée par des écrivains
qui, consciemment ou inconsciemment, se sont nourris d'erreurs, de raisonnements incorrects ou d'un simple sensationnalisme. Selon Laurent, Charles Berly a publié Le Triangle des Bermudes au moment idéal. Au début des années 1970, le Suisse Erich von Däniken avait réchauffé l'atmosphère avec sa saga sur les astronautes extraterrestres qui avaient visité l'Alaska. L'Antiquité. Spielberg avait fait de même avec Rencontre du troisième type. Le public se montrait avide face à ces thématiques, malgré le soutien de nombreux partisans. La critique de Cucci, si obstinée à discréditer Charles, échoue à expliquer complètement le phénomène. C'est pourquoi, au fil du temps, les chercheurs ont choisi de maintenir une position intermédiaire entre les deux points de vue dans le simple but de continuer à recueillir des informations. Et c'est grâce à cette collecte d'informations qu'un historien a révélé il y a quelque temps que peut-être le propre Christophe Colomb avait été victime d'un événement paranormal. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Triangle des Bermudes. Le 11 octobre 1492, à peine quelques heures avant que l'expédition de Christophe Colomb n'atteigne les côtes de l'île caribéenne de Guanajani. Et lors de ce qu'on nomme à tort la découverte de l'Amérique, un événement est resté dans l'ombre durant des décennies. L'événement appelé « Incident des Lumières du ciel » est officiellement documenté, mais beaucoup ont tenté d'en minimiser l'importance, le jugeant insignifiant. Jusqu'à ce que des historiens les montrent, dépoussièrent de vieux dossiers et les exposent lors de conférences à travers le monde entier. Ce qui s'est passé ce jour-là peut être résumé de la manière suivante. Au beau milieu de la nuit, les membres de l'équipage de la Pinta, l'une des caravelles emblématiques, ont aperçu un phénomène très particulier. D'étranges lumières ont été aperçues à l'horizon, des lumières qui se déplaçaient d'un côté à l'autre. On a appris par la suite que le capitaine de la Santa Maria et certains membres de la Niña ont également été témoins de l'étrange danse lumineuse qui se produisait à quelques mètres. Même Christophe Colomb lui-même laisserait une trace de la séquence dans son journal personnel. Beaucoup ont soutenu que ce que Christophe Colomb et les siens ont vu cette nuit-là pourrait avoir été une sorte de torche qu'un autochtone transportait sur une côte voisine. D'autres recherches ont postulé que les navigateurs ne se trouvaient pas à moins de 80 km des côtes possibles, ce qui rendait pratiquement impossible qu'ils puissent distinguer quoi que ce soit qui s'y passait. Et qu'est-ce que tout cela signifiait? Eh bien, c'est très simple. Si les lumières ne venaient pas de la Terre, c'est qu'elles survolaient le ciel à la hauteur de l'eau. Des météorites ou des étoiles filantes. Nombreux sont ceux qui en ont conclu que Christophe Colomb avait peut-être vu des ovnis dans la zone que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Triangle des Bermudes. Ce témoignage permet-il d'affirmer que l'activité étrange a commencé dans la région plus tôt que prévu? Le Triangle des Bermudes n'a pas seulement fait disparaître des bateaux et des avions sans trace. Parfois, ceux qui le traversent ont réussi à échapper à ses griffes. Dans ce sens, le cas le plus étrange est peut-être celui de Thomas Brown, un Américain revenu en 2009 après 7 ans de disparition. Ce qu'il a raconté soulèverait plusieurs questions. Le 28 octobre 2009, Thomas avait 56 ans. Il était enthousiaste car il allait assister à une cérémonie où sa carrière serait reconnue. L'homme avait travaillé pendant 30 ans à construire des piscines. Pour réduire son anxiété, Thomas a décidé de faire une promenade en bateau au départ des côtes de Floride. Il a laissé un mot à Martha, sa femme, annonçant qu'il reviendrait dans quelques heures. Cependant, il n'est pas revenu. Les médias n'ont pas tardé à relayer l'affaire. Où était Thomas? Avait-il pris la fuite? Cela semblait peu probable. Thomas ne donnait pas l'impression d'être une personne insatisfaite de sa vie. Un accident? Peut-être. Encore plus étrange, étant donné que le temps avait été clair. D'une manière ou d'une autre, après de longues journées de recherche, les autorités et l'épouse de Thomas avaient perdu tout espoir de le retrouver vivant. Jusqu'au 25 août 2016, Martha, qui semblait déjà accepter son veuvage, reçut un appel. La police lui a demandé d'aller dans un centre médical pour parler de la disparition de son mari. À son arrivée à l'hôpital, les infirmiers ont conduit Martha dans une chambre spéciale où se trouvait un homme maigre et édenté. Bien qu'il ait eu un aspect déplorable, il n'y avait aucun doute, c'était bien Thomas. Une fois rétabli, l'homme a raconté ce qui s'était passé cet après-midi-là, il y a 7 ans,
Son bateau était tombé en panne au milieu du voyage, malgré l'absence de tout défaut apparent. Peu à peu, le courant l'avait emporté vers le triangle des Bermudes, sans qu'il puisse réagir. Un jour plus tard, Thomas était arrivé sur une île couverte d'une étrange mousse rouge qui poussait partout. Sur les rives, il y avait des dizaines de bateaux et de navires échoués, des fuselages d'avions et un singe qui semblait être le seul animal de l'endroit. L'homme parcourut l'île cherchant un signe de civilisation sans rien trouver. Avec le temps, Thomas dut se débrouiller pour trouver de la nourriture et de l'eau. Il apprit à faire du feu avec la mousse rouge et construisit un abri qui le maintint en vie pendant 84 longs mois, des mois pendant lesquels il s'est aussi consacré à fabriquer des voiles improvisées pour son bateau. Quand il les eut terminés, il se lança sur l'océan, livré à son destin. Sachant que s'il ne trouvait pas la côte rapidement, il n'y aurait plus rien à faire, il sous-estimait. Au bout de quelques jours, il s'était réveillé au bruit des sirènes des gardes-côtes qui entouraient curieusement son embarcation. Le récit est devenu mondialement célèbre. Thomas disait-il la vérité. Le triangle des Bermudes menait-il à une sorte d'île appartenant à une réalité alternative? En mai 1991, Robert Zerboni, directeur de la société Scientific Search Project, a annoncé avoir trouvé les restes de 5 TBM Avenger à quelques kilomètres au large de Fort Lauderdale. Au début, on a pensé qu'il s'agissait des avions disparus en 1945. Plus tard, on a découvert qu'ils appartenaient à une autre flotte. Le mystère s'épaissit, titrait un certain média. Edgar Cayce, appelé le prophète endormi, est reconnu comme l'un des médiums les plus célèbres des États-Unis. L'Association pour la recherche et l'illumination. L'Association pour la recherche et l'illumination conserve actuellement près de 14 000 lectures. Il est également considéré comme le père de la médecine holistique. En septembre 2022, il y a eu de nouvelles disparitions dans le Triangle. Le navire avec lequel cette histoire a commencé est toujours porté disparu. Lui. Sans aucun doute, le mystère demeure latent. Les témoignages, comme nous l'avons dit, se comptent par milliers, et il existe même des théories qui parlent de nombreux triangles mystérieux interconnectés qui se trouveraient à divers endroits sur la carte. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour 2023, une croisière a annoncé qu'elle traversera ces eaux que certains n'hésitent pas à qualifier de maudites. Au cas où, l'entreprise qui organise le voyage a précisé qu'en cas d'événement inattendu, l'argent des clients sera remboursé à 100%. Et la question est plus qu'évidente. Après avoir écouté tout ce reportage, oserais-tu t'aventurer dans cet endroit connu sous le nom de Triangle des Bermudes? Merci de répondre à la question dans les commentaires. N'oublie pas la limite de 3000 commentaires. Nous ferons une deuxième partie en abordant peut-être un des thèmes évoqués dans cette vidéo. Je tiens à remercier chacun des membres de cette chaîne, qui sont ceux qui apparaissent ici à côté de moi, car c'est grâce à eux que nous pouvons faire ces vidéos, souvent démonétisées ou peu recommandées par YouTube. Je vous rappelle également à tous que si vous souhaitez faire un don sur cette vidéo, vous avez l'option Super Chat qui est activée ici, là où vous écrivez. Vous verrez une option qui dit Super Chat ou Super Merci, ça doit dire Super Thanks. Selon la configuration de votre YouTube, l'option apparaîtra là. Vous appuyez là et vous pouvez faire un don à la chaîne, ce qui évidemment nous aide énormément à continuer ce projet. Je vous invite aussi à laisser des suggestions pour de futures vidéos. Et sans rien d'autre à ajouter, je vous dis au revoir. Je m'appelle Magnus Mephisto, on se reverra sûrement la prochaine fois. Au revoir.